Dernier épisode en date, parce que c'est sûrement pas le dernier tout court, de la querelle homérique entre Gustave et l'abonné au Monde du village. Il faut dire que ce dernier, notre macronien chef, pour une fois a dégainé le premier en disant que si on continuait à perturber la vie sociale en défilant comme ça dans la rue sous n'importe quel prétexte, eh ben on risquait de compromettre le paiement des retraites et de la Sécu. Alors moi, je m'apprêtais à prendre la chose un peu à la légère, mais Gustave m'a posé la main sur le coude en me disant « Attends, il faut le laisser parler, il faut l'écouter parce que, mine de rien, il nous dit ce que son patron a dans la tête et dans le cœur pour la suite des opérations. Et la suite, c'est que comme notre président là est incapable de se faire respecter, comme les flics sont sur les genoux et sur les dents, comme l'armée n'est pas très chaude pour jouer le maintien de l'ordre tout en se laissant insulter par des gamins en basket à 100 € piqués la veille d'ailleurs chez Gosport, Sa Majesté n'a plus qu'un seul choix, c'est de dresser les gens les uns contre les autres en retardant le paiement des retraites et des allocations et en disant que c'est le désordre créé par tous ces gilets jaunes là, de semaine en semaine, qui est la cause des dysfonctionnements afin d'essayer d'obtenir que la population générale devienne haineuse à leur encontre. Il a déjà essayé par presse interposée de faire dire aux commerçants que c'était un désastre pour l'activité, qu'ils allaient devoir licencier afin que l'opinion soit bien remontée contre ceux qui défilent. Mais comme ça n'a pas suffi, il va s'arranger pour provoquer un grippage administratif progressif, un retard des démarches, des versements, une incertitude générale. Et là, si tu fais le compte, me dit Gustave, il aura tout essayé, les faire passer pour d'extrême droite, antisémites, encore là récemment, après 3 minutes de déclaration présidentielle, il a cité le mot, de les faire passer pour des gens de la classe moyenne qui ne sont pas à plaindre parce qu'ils ont de l'argent, pour des violents, pour des séditieux, pour des gens qui mettent les conducteurs en danger sur la route les jours de manifestation. Ensuite, il a essayé de séparer d'eux les gens bien avec qui on peut discuter, débattre, etc. Et ensuite, il a essayé de se ruer sur tout ce qui passait dans le genre émotion nationale, incendie, désastre, attentat, commémoration. Tout ça pour montrer que les révoltés, eux, étaient insensibles à tout cela. Et effectivement, ils sont insensibles, mais ils ne le sont qu'aux pressions journalistiques, policières, administratives. Donc il reste qu'une solution, les faire haïr par la population en affamant les gens et en disant, vous voyez bien, si vous n'avez pas encore touché votre retraite, votre salaire ce mois-ci, si l'immobilier est en baisse, si les ventes dans les magasins sont en berne, c'est parce qu'ils sont en train d'arrêter la machine économique. Là, il faut préciser que l'abonné au Monde a eu l'herbe coupée sous le pied tout de suite, parce qu'il s'apprêtait à dire en effet exactement tout ce que Gustave venait d'énoncer. Il semblait avoir lu dans les pensées du président et dans les siennes en même temps. Tu vois, m'a-t-il dit à son sujet, ça lui a coupé tous ses effets parce que toute la machine macronienne fonctionne comme ça, comme un seul homme, par pans entiers de comportement. Elle pense la même chose. Les journaux disent tellement tous pareil qu'il suffit d'en lire un pour savoir ce qu'il fallait dire aujourd'hui. Et les journalistes à la télé sont carrément devenus des propagandistes. Il y a quelques mois, ils disaient on va examiner ça. Désormais, ils disent mais qu'est-ce que vous examinez? Qu'est-ce que vous cherchez là-dessous? Le président vous a répété 20 fois ce qu'il fallait en penser. Et vous ne le pensez toujours pas. Mais c'est de l'acharnement, c'est du complotisme. Donc, nous a dit Gustave, il a de moins en moins de solutions, le président, mais ça fait des mois que je le dis, ou bien il nous jette les uns contre les autres pour avoir l'air rassembleur, ou bien il fait appel à l'armée, mais ça c'est fait, ou bien devant un péril de désordre national qui affecterait par exemple l'approvisionnement de Rungis, qui nourrit toute l'Europe, eh bien il fait jouer la solidarité européenne en faisant intervenir des forces de police européennes pour relayer les policiers français de plus en plus épuisés, hostiles au pouvoir, et que la foule appelle désormais à se suicider comme leurs collègues qui tombent à raison de 10 par mois en ce moment, et dont, je te rappelle, les enfants sont désormais menacés sur le chemin de l'école aussi. Bon, en résumé, un pouvoir incapable de dissoudre l'Assemblée, de se remettre en question, et qui fait appel à l'étranger pour lutter contre une révolte interne, on a déjà vu ça dans l'histoire de France, et ça a mal fini. Abonnez-vous, merci. Je reste comme vous, j'imagine, assez curieux d'entendre encore Léon, notre médium un peu illuminé, là, sur cette histoire de l'incendie de Notre-Dame qui a enflammé son imagination aussi. Tous les 2 jours, il arrive avec une autre précision qui provient de ce qu'il appelle son ressenti. Et je lui sais gré de ne pas me resservir tout ce qu'on trouve sur Internet, car contrairement à Gustave, il n'y va pas beaucoup. C'est plutôt un homme de contemplation, si vous voulez. Il m'explique que c'est comme s'il portait en lui une sorte de pompe à morphine. Il entre souvent dans un état bizarre et il me dit « j'ai l'impression qu'une porte s'ouvre dans mon esprit et là je vois
ce qu'il y a tout d'un coup hors de la maison terrestre. Alors, il me disait tout ça pendant que nous allions en voiture voir son grand copain Bernard, qui était un ancien moine bénédictin dont nous avons un peu déjà parlé, qui avait été viré de son couvent pour avoir un peu trop joué les guérisseurs. En fait, il s'est entendu, ce type, avec l'évêque pour retourner à la vie séculière parce que sa sœur, qui était femme de banquier, venait de lui léguer une maison dans le coin, ce qui tombait bien. Donc, en sortant du monastère, ce fameux Bernard, que nous allons voir en voiture, là, s'est installé dans cette grosse maison bourgeoise de sa sœur. Il a gardé la femme de ménage, secrétaire, chauffeur de sa sœur aussi, une certaine Suzanne, qui ne demandait pas mieux d'ailleurs, et il a pratiquement ouvert un cabinet qu'il appelle une permanence. Il appelle ça guérison spirituelle. Alors, comme nous approchions du faubourg de Villefranche de Rouergue, où se trouvait la fameuse maison de Bernard, Léon a tenu à me détromper. Il ne voyait pas les défunts du tout, hein, ce gars. Il restait, lui, dans la médecine parallèle, et quand il avait soigné les maux du corps, il passait à ceux de l'esprit. Il me dit, c'est ça qui est intéressant. Il trouve que la plupart des manifestations physiques traduisent en fait un inconfort moral. Les gens ne peuvent pas se passer de lui, du coup, parce qu'il le reçoit pour quelque chose qui ne va pas dans leur corps, et peu à peu, il leur parle de quelque chose qui ne va pas dans leur cœur, dans leur vie. J'étais donc très curieux de connaître ce monsieur Bernard, et en arrivant, nous avons traversé un jardin de curé, ce qui parlait normal, et puis une femme de 40 ans nous a reçus, assez mal, je dois dire. Je veux dire qu'elle n'a fait aucun effort pour nous être agréable, à la seule exception de nos 2 chiens, car nous avions emmené, lui, son petit fox, et moi, mon schnauzer, et elle s'en est occupée pendant toute la visite. C'était une fille extrêmement masculine, qui faisait aucun effort pour le cacher, une sorte de veste sans manches, un pull-over à col roulé, parfois, souvent, un blue jean, mais qui avait des yeux de chien de traîneau, bleus, très pâles, les mêmes exactement que ceux de son employeur, l'ex-moine Bernard, et à cause desquels elle racontait volontiers qu'on les croyait parents. Elle était visiblement à la recherche d'une sorte de père, et elle l'avait trouvé. Lui répétait sobrement devant elle, elle a bien des défauts, mais je la garde parce que c'est un génie. C'est devenu tellement rare qu'il n'y en a même plus au gouvernement, disait-il. C'était lui un type assez carré, le cheveu encore bien noir malgré ses 60 ans, encore que très rare. Son regard très clair était frappant, en effet, pour un type aussi brun. Il m'a dit, vous avez des difficultés respiratoires. Il m'a dit à moi, comme beaucoup d'artistes. Vous avez chez les artistes les intestinaux comme Balzac et Flaubert, puis il y a les voix aériennes comme Proust, Mauriac, et sans doute comme vous-même. Alors ça commençait bien. Après, nous n'en avons plus parlé, nous avons déjeuné, nous avons été dérangés par un type qui venait pour sa fille, mais qui n'a pas voulu recevoir avant le lendemain. Quand le type est parti, je lui ai dit, ça me rappelle ces moments de l'évangile où on vient trouver Jésus pour lui dire de venir soigner quelqu'un et où il dit, retourne chez toi, ton serviteur est guéri. Il m'a répondu, c'est exactement ce que je viens de lui dire. Quoi? Que sa fille va déjà mieux. Elle est malade, mais c'est en grande partie à cause de lui. C'est un système binaire, me dit-il, c'est un peu comme 2 planètes. Donc ce Bernard était quand même très curieux. Il m'a expliqué, je ne fais pas de cabinet, non, c'est un prétexte, je n'ai pas de plaque, on vient me voir pour me demander de passer à la maison, j'ai besoin de voir, moi, comment les gens vivent. Et là, souvent, après une petite analyse, je rétablis l'équilibre dans leur vie. Donc généralement, ça prend une journée, Suzanne me conduit dans la Clio, je suis un peu comme un architecte, si vous voulez, qui vient voir une maison, et je vois souvent ce qui ne va pas. Alors vous allez me dire, vous faites payer? Non, non, je ne me fais pas payer, mais j'oblige les gens à me montrer un reçu du denier du culte, c'est 20 €. Et pourquoi je me fais pas payer? Tout simplement parce que ma sœur avait de l'argent par son mari, ses actions ont doublé d'ailleurs parce que Suzanne, ma femme de ménage, la boursicote sur internet pour mon compte. Et donc c'est cette Suzanne vraiment extraordinaire, à la fin de la visite, a joué un peu de piano, parce que c'est une pianiste de jazz qui n'avait jamais appris, mais ça, elle avait appris rien qu'à l'oreille, comme ça, elle retenait tout ce qu'elle entendait. Ensuite, il a tenu à me dire que lui ne touchait pas au monde des esprits, ça lui faisait peur, même ce que faisait Léon, il avait un doute sur la présence du démon dans ses histoires. Et enfin, il n'a pas exclu de nous revoir bientôt à Campagnol, car il avait un cas dont tout le monde avait entendu parler au village. C'est une fille anorexique qui ne s'en sortait pas, et l'un des objets de la visite que nous lui faisions avec Léon était justement de le décider à venir s'en occuper. Je viendrai, nous a-t-il dit en nous quittant, c'est donc la perspective d'un épisode supplémentaire de cette chronique que je vous raconterai. À bientôt, merci, et abonnez-vous.
Nous avons reçu la visite finalement de ce tandem assez bizarre, vous savez, la servante chauffeur complètement masculine nommée Suzanne et pianiste, d'ailleurs vêtue ce jour-là d'un gilet jaune, et l'ancien moine Bernard, viré de son couvent pour avoir joué les guérisseurs, mais copains quand même avec l'évêque. Et donc ils sont venus tous les deux à Campagnole à la requête d'une famille dont on parle du bout des lèvres au village parce que la fille est anorexique et que c'est toujours une sorte de tabou, d'autant que ça dure depuis des années. Et comme tous les remèdes ont échoué, comme tous les 2 ans environ, cette fille replonge et pèse 40 kilos, là elle a 19 ans, l'idée que ce moine défroqué pouvait lui venir en aide est venue d'abord à notre ami Léon et puis à la famille, et donc ce Bernard est allé s'entretenir avec la fille, pas chez ses parents, chez sa tante, parce que tout le monde se doute que l'anorexie a un rapport avec le milieu familial et que généralement on ne contrarie pas trop les anorexiques quand ils préfèrent habiter ici ou là. Et donc là, elle voulait dormir chez sa tante. Je vous résume ce qui s'est passé parce que j'étais pas là pendant les entretiens évidemment et qu'il n'y a pas eu beaucoup de témoins. Et en fait, c'est Léon, notre médium, l'introducteur, là, qui nous a raconté. Donc le nommé Bernard, l'ancien moine, à qui on a recommandé de cacher qu'il avait été religieux, a tout de suite demandé, au moment d'aller la voir, si sa mère était catholique pratiquante, et la réponse était oui. Ensuite, il a demandé à voir la mère, d'abord, et en rentrant de la visite à la mère, il a dit à Léon, c'est évidemment la mère qui est malade. Et Léon a dit, ah oui, ça, tout le monde est convaincu que si la petite se nourrit plus, c'est en grande partie à cause de la mère. Et Léon a commencé à faire son psychologue, à nous expliquer que comme la mère était assez belle, très coquette, très aimée par son mari, comme elle faisait la cuisine à la perfection, comme elle donnait des cours de guitare, comme elle avait fait 4 garçons tous brillants et une fille, elle, moins brillante à l'école, pas très belle, eh bien la gamine se sentait un peu laissée pour compte, en tout cas pas assez belle pour rivaliser par la hauteur comme fille au milieu de ses frères, enfin jamais à sa place. Et là, Bernard, l'ancien moine, lui a dit, attends, moi j'ai pas dit que la mère était hystérique ou égoïste, c'est-à-dire malade mentalement, je fais pas de psychanalyse, elle est malade physiquement. J'ai pas dit malade d'hystérie, elle a un cancer, tout simplement. Je l'ai senti tout de suite en arrivant chez elle. D'ailleurs, je crois qu'elle le sait aussi, mais j'en suis pas sûr. En tout cas, la fille, je peux te dire qu'elle est guérie à terme, elle va guérir, dans quelques semaines elle ira mieux. Pourquoi ne sera-t-elle plus jamais anorexique, quoi qu'il advienne? Eh bien, c'est que c'est la dernière fois qu'elle leur fait le coup de se laisser dépérir jusqu'à peser 40 kilos pour se rendre intéressante. Je suis prêt à le parier. Alors j'ai insisté, pourquoi alors qu'il l'avait pas encore vu. Il a répondu, je pense qu'elle va connaître son heure de gloire parce que sa mère va rester sur le flanc pendant 4 ou 5 mois, donc la fille va être extrêmement dévouée, elle va prendre un ascendant sur la mère, elle va dire à ses frères, laissez-moi faire, je vais m'en occuper, vous pouvez pas comprendre, donc elle sera guérie en fait. Alors j'ai demandé, qui, elle, la mère? Elle, la mère, ça je sais pas si elle guérira, mais on peut espérer que oui. Alors du coin de l'œil, j'ai bien vu que Suzanne, la chauffeuse, secrétaire, femme à tout faire de l'ancien moine guérisseur, là avec ses grandes épaules et ses cheveux courts, était extrêmement attentive et sensible à ce cas qui devait éveiller des souvenirs, j'imagine, dans sa propre existence. Et j'ai demandé au patron, le Bernard, dont les manières étaient extrêmement douces et taciturnes à la fois, et qui ressemblait un peu à Georges Pompidou, je lui ai demandé s'il était capable de me faire le portrait physique de cette fille anorexique, après avoir brossé le portrait moral, comme ça sans l'avoir vu. Il m'a dit, évidemment, avec un humour un peu froid et un sourire triste, d'abord je peux dire qu'elle est maigre, mais ça vous en doutez, mais ensuite elle a probablement tout d'un garçon manqué, d'un garçon donc parce qu'elle a voulu ressembler à ses frères. Ça ne m'étonnerait pas, donc elle aime le foot et peut-être le hard rock. Je dis pourquoi le hard rock? Parce que la mère enseigne la guitare classique. Alors Léon, le médium, là s'est tourné vers nous et il a dit, vous savez qu'il est très fort quand même. Et l'assistante chauffeur, la Suzanne, a répondu, c'est pour ça qu'il est réclamé partout. Il est très fort. Là, on doit aller sur la côte. Le problème avec lui, c'est le bouche à oreille. Quand il a donné de bons conseils, comme ça, il y a toujours un parent, un ami qui raconte. Et du coup, on nous appelle au téléphone pour aller intervenir dans un autre département. C'est assez fatigant. Et le prêtre, enfin l'ancien moine plutôt, car il n'était pas prêtre, a répondu mais allez, tu adores ça, Suzanne. En attendant, a dit Suzanne, il faut aller voir cette gamine. Alors, j'irai seul si tu le permets. Et donc, il avait compris que Suzanne était curieuse de la rencontrer, mais aussi que c'était pas souhaitable, donc il y est allé tout seul. Et ensuite, durant les mois suivants, les choses se sont passées exactement comme il l'avait prédit. La fille a pris soin de sa mère au début, la mère a failli mourir, mais elle n'est pas morte, elle a survécu, un peu diminuée. La fille a tenu la maison, elle s'est occupée de ses 2 plus jeunes frères, elle a regrossi, elle a laissé pousser ses cheveux, elle a appris un morceau de guitare classique,
Et à présent, elle vit à Montpellier, elle a même un copain, nous dit-on, enfin c'est le père qui le dit, non sans agacement d'ailleurs, parce que le rôle du père, vous avez remarqué dans cette histoire, est inexistant. Mais il paraît qu'il était jaloux de sa fille. S'il se passe quoi que ce soit d'autre dans cette famille un peu bizarre, je vous raconterai. Abonnez-vous, merci. J'ai recroisé l'instituteur du village, je veux dire l'ancien instituteur, le retraité, qu'on n'a pas vu beaucoup ces derniers temps. En fait, je devrais préciser que si on le voit moins depuis assez longtemps, c'est que 10 ans avant sa retraite, il a pris un peu de galon. On lui a attribué une sorte de poste d'intervenant départemental. Il visitait toutes les écoles pour leur prêter du matériel au nom de l'inspection académique. Pourquoi je précise que ça fait longtemps qu'il n'a pu exercer au village? Eh bien parce que la femme qui l'a remplacé avait un niveau exécrable. Elle fait faire des guirlandes et des rosaces aux enfants, mais elle est nulle pour tout le reste. Et ça fait longtemps. D'où je le tiens, qu'est-ce que je peux en savoir? Est-ce que c'est lui, l'instituteur, qui me l'a dit? Mais c'est bien pire. C'est l'une de ses anciennes élèves à cette fille. Une fille d'agriculteur du coin que je voyais souvent chez ses parents, de 8 à 11 ans, jusqu'à l'entrée en 6e, une petite fille assez remarquable. Elle s'est trouvée confrontée d'un coup au changement d'instituteur. Elle a donc hérité de cette professeure des écoles. Déjà, le changement de nom nous préparait à la France des celles et ceux. Ça devait être vers 2004. Dans ces années-là, c'est-à-dire dès le début, quand on lui a parlé de la nouvelle prof, cette gamine qui avait 9 ans à l'époque a dit « Mais punaise, c'est une brêle cette femme !» en parlant de la nouvelle institutrice. Alors vous allez me dire, vous, en quoi la parole de cette petite fille, qu'on jugera mal élevée à juste titre, qui a désormais 24 ans, doit-elle être prise pour argent comptant? Eh bien parce qu'elle avait raison. Elle est devenue vétérinaire contre un système éducatif qui semblait entièrement organisé pour la dissuader d'aller plus loin. Et je crains que le fait de mettre 25 élèves par classe ne change strictement rien si la prof est une idiote. Or, elle l'était. En effet, cette petite Sonia, qu'on trouvait prétentieuse dans la cour de l'école, a dû préserver son ambition personnelle contre des enseignants qui n'en avaient aucune pour elle-même déjà, aucune pour leurs élèves. Au collège, ses profs de français et de maths à cette fille écrivaient des tartines dans les marges pour lui suggérer de changer de caractère et d'apprendre les règles de la vie en commun, de limiter son orgueil sans jamais faire mention de ses capacités, ce qui fait que lorsqu'elle a voulu préparer l'école vétérinaire, tout le monde lui a ri au nez. D'ailleurs, faute d'avoir pu intégrer une préparation digne de ce nom, à Toulouse, elle a fait une petite prépa un peu minable. Autant dire qu'elle s'est pratiquement présentée en candidat libre. Et ben, finalement, elle a été reçue. Et je l'ai revue pratiquement la même semaine que l'instituteur, là, il y a peu de temps, et les deux m'ont dit la même chose à propos du discours du président de la République, mais c'était de la bouillie pour chat. L'instituteur, notamment, m'a pris à part pour me dire « Non, mais franchement, quand tu as passé toute ta carrière à dire aux élèves structure ton discours, ton argumentation, fais des phrases courtes, apprends le sens des mots », t'es stupéfait de voir que le président de la République essaye de faire passer pour une phrase ce qui n'est qu'une incantation sans verbe, sans syntaxe, sans signification. J'ai eu pas mal d'élèves comme ça qui pratiquaient l'esbrouf, la tentative de charme, en se servant de leur seule mémoire pour singer la bonne réponse. Ils avaient retenu 2 ou 3 trucs qui donnaient l'impression qu'ils avaient travaillé, et puis ils te resservaient ça dans le désordre avec un beau sourire, mais en mettant le ton, comme au théâtre, et puis ils croyaient que ça allait passer. J'ai même eu un élève qui mettait n'importe quoi quand on lui donnait une division à 3 chiffres. Eh ben, il remplissait les colonnes avec tous les chiffres qui lui passaient par la tête. La division avait un aspect extérieur d'opération réussie, un genre d'arbre de Noël à l'envers, là, mais il n'y avait rien dedans, rien de juste, il n'y avait aucun calcul, même pas le début. Et pourtant, le devoir avait l'air fini. Et ben Macron, c'est pareil. J'ai retrouvé le texte dans Internet, et encore le texte publié, ça veut dire que ses collaborateurs ont rétabli les points, les virgules, et surtout remis des verbes. Mais si j'avais pu trouver la retranscription directe, ça aurait été pire, évidemment. Et bien c'est ça, c'est de l'illusionnisme. De l'illusionnisme. Il essaye de faire illusion. C'est comme après Notre-Dame. Maintenant, il te dit les journalistes écrivent, les écrivains rêvent, les balayeurs balaient, les conducteurs conduisent, et tout ça forme une nation. Mais plus nul que ça, comme argumentation, tu meurs. Le mec n'a pas compris qu'une dissertation, c'est pas une énumération, c'est pas une incantation, c'est un raisonnement. Or, il ne raisonne pas, il louvoie, il enjambe les trucs qui l'embêtent. Il agite des chiffons rouges en permanence. Dis donc, je lui ai dit, là, tu me parais avoir bien viré de bord, toi. Mais même pas, a-t-il répondu. Moi, ce qui m'énerve chez lui, c'est le produit d'une mauvaise éducation. Il est le contraire de ce que j'ai essayé de former toute ma vie. Pas de morale, de l'à peu près dans le raisonnement,
des raccourcis dans la méthode qui relèvent du mensonge, une forfanterie permanente, et pourtant il est arrivé au sommet de l'État. Par exemple, quand il fait supprimer l'ENA, là, il fait supprimer en fait ses maîtres, comme tous les cinglés d'ailleurs. Et moi, je me sens solidaire de ces maîtres. J'ai l'impression d'être un philosophe antique à qui Néron n'offre que le choix de se suicider. Et même si l'instituteur s'y met, je me suis dit, je ne sais pas où nous allons. Vous non plus sans doute. Abonnez-vous, on verra ensemble. Notre jeune Vladimir, vous savez, dont la mère a épousé un éleveur sur catalogue et qui venait d'Ukraine et qui a vécu chez nous une enfance assez heureuse, assez bilingue et finalement assez originale, est complètement surexcité en ce moment. Je vous ai dit la semaine dernière qu'il avait un aïeul biélorusse et combien il était content que Poutine veuille se réunir à la Biélorussie. Et son deuxième sujet de contentement, c'est l'Ukraine, puisque ce pays vient d'élire à 70% quand même un comédien qui était assez vache avec le pouvoir et qui maintenant est au pouvoir. Alors Vladimir a dit à tout le monde, c'est comme si Beppe Grillo en Italie avait été nommé Premier ministre ou Coluche en France, mais Zelensky est plus sérieux que Coluche. Coluche disait tous pourris. Zelensky, lui, il dit vous êtes pourris, messieurs, donc vous allez me donner les clés parce que nous ne le sommes pas. C'est un peu un gilet jaune qui aurait réussi. En plus, il est juif, donc c'est dur de l'accuser d'antisémitisme. Et il a pris 70% des voix, donc ça me fait rigoler tous ces gens qui disent l'Ukraine, attention, c'est des antisémites historiques, etc. Je sais pas si vous savez comment ça s'est passé son truc, mais nous raconte-t-il toujours, mais c'est quand même mieux que les taupes de Macron, genre Tata Jacqueline, qui vont faire la tournée des médias et qu'on retrouve ensuite dans les listes européennes avec leur tête de raton laveur. Non, lui, il a écrit un spectacle pour une télé un peu alternative, un spectacle qui s'appelait Serviteur du peuple, un genre de Plus belle la vie si vous voulez, ou plutôt une comédie comme Les Tuches 3, vous savez, quand il est élu à l'Élysée. Les gens, les Ukrainiens ont adoré ça. Et tu sais ce que ça racontait? Alors il posait la question à notre serveur, qui s'en fichait visiblement, elle voyait même pas la différence entre un Ukrainien et un Russe. Sauf quand il a cité le feuilleton Plus belle la vie, du coup il a reposé la question à Gustave qui l'écoutait et il lui a dit c'est l'histoire d'un prof joué par Zelensky lui-même qui dit un jour devant ses élèves qu'il en a marre de la corruption, de la nullité institutionnelle. Il faisait allusion à notre Macron à nous qui s'appelle Poroshenko et qui a nommé partout des donneurs de leçons, profiteurs prétentieux, intellectuels, qui téléphonent à Washington tous les matins pour savoir quoi faire. Poroshenko, c'est un peu comme si France Culture avait fait un coup d'État. Résultat, Zelensky a fait exactement 2 fois plus de voix que lui. À moi, a dit Gustave, j'avais plutôt compris que c'était Zelensky qui était le Macron ukrainien. 40 ans, cool, sympa. À quoi Vladimir a répondu assez sèchement, Macron n'est ni cool ni sympa. Dès qu'il est arrivé, il a commencé à bétonner autour de lui pour se protéger et protéger ses amis. Il a donné des leçons, tandis que Zelensky, lui, il a promis de mettre au vote une loi sur l'empêchement du président en cas de pépin, et il a dit qu'il en avait assez des donneurs de leçons. Mais a dit Gustave, je vois pas le rapport avec le feuilleton télé. Dans le scénario, les élèves du type filmaient en cachette sa sortie en classe contre le système. Il gueulait contre l'inspection académique, le gouvernement, tout ça, et il mettait le film sur YouTube. Résultat, des millions de vues, et le type finissait par fonder un parti qui s'appelait Serviteur du peuple, et il était élu, toujours dans le feuilleton. Il nommait ses collègues ministres, donc avec 2 ans d'avance, c'est exactement ce qui vient de se produire en Ukraine dans la réalité. C'est quand même assez inquiétant, a dit Gustave, qu'on puisse être élu président comme ça sur un succès de télé. Mais vous ne trouvez pas, a répondu Vladimir, que Macron a été élu président sur un succès de télé? En plus, une télé possédée par ses amis. C'est le même principe, sauf que lui, Macron, il avait derrière lui les oligarques français, et Zelensky, les oligarques sont contre lui. C'est plutôt des gens comme moi qui le soutiennent. En plus, il y a la preuve que dans la nouvelle société, mais même en France, tu vas voir, on va bientôt nommer aux affaires des gens choisis pour leur jugement et pas pour leur diplôme. Et là, je voudrais, moi qui vous parle et qui ai assisté à la scène, faire remarquer, mais c'est pas la première fois, que ce Vladimir désigne le principal problème français avec toute la spontanéité qui est la sienne, sa verdeur slave. Il dit les gens qui ont du talent, des idées, du cœur aussi n'en peuvent plus dans notre pays, dans votre pays, parce qu'ils ne peuvent plus rien faire, pas même essayer de convaincre leurs semblables. On leur coupe le micro. En France, il n'y a jamais qu'une seule solution à un problème, celle qui vient d'un cabinet d'études pourri, d'un rapport truqué payé
payé trop cher, d'une assemblée de gens corrompus, et on n'a plus le droit d'avoir du génie, on n'a plus le droit de poser une question gênante. Je ne sais pas si tu as vu le grand débat, m'a-t-il dit, mais c'était un simulacre de A à Z. En France, ça va être dur d'arriver au même résultat qu'en Ukraine, a dit Gustave, parce que vous croyez, a répondu le jeune homme, que le mouvement serviteur du peuple va rester dans les frontières de l'Ukraine. Mais rien que des types comme moi sont capables de fonder une section à Rodez ou à Albi. D'ailleurs, je vais le faire, a dit Vladimir. Et c'était la conclusion du jour. Abonnez-vous, merci.